Good morning, and welcome to this plenary section dedicated to the current situation in drug addiction and especially in opioid addiction. Unfortunately, Eva Montoya is not present, and we have a little bit more time for discussion. The situation, the current situation in Europe is not certainly the better in these 10 years of time. And I think that especially in Eastern Europe, the idea to treat drug addicts inside the psychiatric setting is not the leader line of researchers and of clinicians. Today we have a big expert in the situation in Europe, the first speaker, Alexis Goosdeel, Executive Director of European Union Drug Agency, that is the biggest agency for the information on drug addiction in Europe. Thanks, Alexis, to be with us, and the floor is yours. Thank you very much. Grazie mille, Icro. Bonjour. Je vais profiter que nous sommes en France pour m'exprimer dans ma langue maternelle, une fois n'est pas coutume. Donc, je voudrais d'abord remercier et féliciter les organisateurs pour cette 17e édition de la conférence. Et c'est une conférence qui, pour énormément de gens, et pour moi, est quelque chose de très important, un phare qui montre certaines directions depuis très longtemps. Je voudrais rendre hommage à Pierre Pradier et Jean-Marie Guffens. Je me souviens de la première et des premières conférences, aussi à Saint-Tropez. Malheureusement, à l'époque, quand on a créé les programmes de réduction de risque, les premiers en Belgique, c'était plutôt les médecins qui avaient l'argent pour aller à Saint-Tropez, à THS. Donc finalement, 35 ans après, j'ai l'occasion d'être parmi vous et de vous présenter un aperçu de la situation en Europe. Et ce que je dois vous dire d'abord, c'est que, bien sûr, la situation, comme Ikro Mareman il a dit, elle change, pas seulement dans l'Est de l'Europe, dans toute l'Union européenne. Et nous faisons sans cesse face à des nouveaux défis. Un de ces défis, c'est le fait que nous n'avons jamais eu autant de substances disponibles ou produites sur le marché européen. Par exemple, nous avons eu plus de 400 tonnes de cocaïne qui ont été saisies sur le territoire de l'Union européenne en 2023. Il semble qu'il y ait une certaine diminution l'an dernier, mais aussi une dispersion de l'arrivée et de la détection des chargements de cocaïne sur davantage de ports. Donc on est loin de pouvoir dire que les mesures qui ont été prises ont déjà ou auraient déjà un impact sur la situation. Et donc j'ai choisi pour illustrer cette situation qui change en permanence une version moderne de Sisyphe, qui soit aussi un peu plus gender balanced, et nous reviendrons sur Sisyphe justement à la fin de ma présentation. Une des caractéristiques les plus essentielles est que le marché est extrêmement résilient. Et ici, je pense que c'est important de souligner qu'en tout cas, dans l'Union européenne, ce qui est le driver du marché, le moteur du marché, c'est l'offre, ce n'est pas la demande. Il y a beaucoup de discours en Europe et un peu partout, surtout un discours répressif qui parle de faire la guerre aux usagers et qui voudrait s'appuyer sur le fait qu'il n'y aurait pas de problème avec les drogues et le trafic de drogue s'il n'y avait pas les usagers. Mais ici, ce que nous observons, c'est vraiment la pression de l'offre qui se traduit aussi par des méthodes commerciales très, très agressives.
et nous n'avons jamais eu non plus autant de substances produites sur le territoire de l'Union européenne. Nous sommes le premier producteur mondial et exportateur mondial pour l'ecstasy, MDMA. Nous avons observé une augmentation du nombre de laboratoires illicites qui ont été détectés sur le territoire de l'Union, à la fois pour la production de méthamphétamine et d'amphétamine. Et les laboratoires saisis aujourd'hui ont une capacité industrielle de production et des liens ont été établis entre certains de ces grands laboratoires illicites et les activités de certains cartels mexicains. Le commerce interfrontalier ne concerne pas uniquement les drogues ou les substances, mais aussi les équipements et les produits chimiques, les précurseurs. Et enfin, les plateformes en ligne jouent un rôle sans cesse plus important, de manière surprenante par rapport aux idées reçues, ou à ce que la presse en dit parfois, pas tellement du côté du darknet, mais surtout le surface-net, les applications et en particulier les programmes de messagerie et aussi simplement le téléphone. Des vendeurs ou revendeurs de drogue ont des listes de clients et lorsqu'ils sont en prison ou lorsqu'ils changent de ville ou d'endroit, ils revendent leur liste de clients et toute personne qui consomme dans la plupart des villes en Europe peut commander par téléphone et dans les 10-15 minutes au plus tard, la livraison est devant chez eux. Donc c'est une dynamique qui est extrêmement forte et c'est aussi pour ça que j'utilise de préférence le terme substance, dans la mesure où ce ne sont pas uniquement les drogues qui ont été classifiées comme telles qui sont concernées. Alors, un problème qui a émergé les 6 ou 7 dernières années, mais qui est vraiment en train de changer la dynamique du marché, mais aussi à terme qui a déjà et qui va avoir un impact important sur les politiques, en Europe en tout cas, c'est la violence. D'abord parce que jusqu'à il y a une dizaine d'années, quand nous parlions de violence associée aux drogues, et la Commission européenne préparait une stratégie pour laquelle nous avons fourni un appui scientifique, en fait on parlait de l'Amérique centrale. Aujourd'hui, on parle de tous les pays de l'Union européenne. Et bien sûr, comme nous sommes en France, je ne dois pas vous expliquer les dernières évolutions qui ont lieu en France et pour lesquelles nous faisons face aussi à toute une série de comportements qui, pour nous, aujourd'hui, restent encore inexplicables et pour lesquels nous avons besoin de plus de recherche, notamment cette ultra-violence qui concerne et qui prend et qui est agie par des jeunes adolescents et des adultes. On a beaucoup parlé de ce qui se passait à Marseille, dans la presse aussi, un peu partout en Europe, mais ce n'est pas que à Marseille, ce n'est pas que en France, c'est partout en Europe. Et évidemment, ça a et ça va avoir un impact encore très fort dans les années qui viennent. Et du coup, je dirais qu'un des dangers pour les politiques en matière de drogue en Europe, ce serait d'accepter de se laisser prendre dans une fausse dichotomie entre, d'un côté, un discours qui parfois insiste uniquement sur la réduction des risques, sans parler ni de traitement ni d'autre chose, et puis en face, de manière en miroir, je dirais, les tenants d'une approche pour relancer la guerre contre les drogues et surtout contre les usagers, avec des mesures proposées qui ne pourraient que augmenter les vulnérabilités sociales, comme ce qui a été proposé dans certains pays. Il reste parfois discuté de supprimer les allocations familiales pour les parents dont l'un ou l'autre enfant serait délinquant ou serait impliqué dans des activités délictuelles. Mais en tout cas, c'est un changement. Ce qui change aussi énormément en Europe, on a vu les premiers signes il y a une quinzaine d'années, c'est ce que nous appelions à l'époque le marché européen des stimulants, à savoir que les personnes qui consommaient de préférence les stimulants choisissaient le produit de préférence ou le produit d'appel, si on utilise un terme plus commercial, dépendait vraiment de la disponibilité des produits. Donc sur le flanc atlantique de l'Union européenne, mais aussi en Italie, c'était la cocaïne, puisque c'est elle qui était la plus disponible. Pays-Bas, Belgique, ça a toujours été plutôt l'ecstasy.
Et puis, dans le nord de l'Europe, les amphétamines. Et du côté de la République tchèque et la Slovaquie, pour des raisons historiques, c'était la pervitine, qui est une méthamphétamine. Mais ça a beaucoup changé. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que nous avons 419 tonnes, il manquait 19, les 419 tonnes de saisie de cocaïne en 2023. Nous savons aussi, notre dernier rapport a présenté les estimations concernant la période de latence. Il semble qu'il y a une période de latence d'environ 12-13 ans entre le début de la consommation de cocaïne et la première demande d'aide. Et enfin, il y a aussi le fait que les précurseurs utilisés pour produire les stimulants sur le territoire de l'Union européenne, nous sommes passés de 54 tonnes de stimulants saisis en 2023 à 178 tonnes en 2023. Et aussi, donc c'était 54 tonnes en 2022, 178 tonnes en 2023. Et en fait, enfin en 2023, nous avons saisi en Europe 37 tonnes de cathinones de synthèse. Et le groupe des cathinones de synthèse parmi les nouvelles substances psychoactives, c'est un groupe qui continue à augmenter. Et enfin, il est important de souligner qu'on observe de plus en plus, conséquences logiques, augmentation de la production en Europe, augmentation des dommages pour l'environnement, mais aussi la production d'ecstasy et de méthamphétamine est aussi en augmentation, même si pour les méthamphétamines, nous n'observons pas encore une augmentation générale de la consommation. Il semble que pour la production d'amphétamine et méthamphétamine, ce soit plus pour exporter. Et il y avait un article dans le Monde hier ou avant-hier sur une grande saisie qui a été faite en Syrie, 12 tonnes de Captagon, si ma mémoire est bonne. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des poches de consommation. Par exemple, en Catalogne, il semble qu'il existait un marché de niche pour la consommation de méthamphétamine pour les gens qui pratiquent le chemsex. Mais ces dernières années, ce marché local est limité, semble s'étendre au-delà des gens qui pratiquent le chemsex. D'où l'urgence, l'importance d'adapter la prévention, mais aussi les réponses. Hop. Ah, voilà. Alors, ici, c'est une diapo pour faire le pont avec un ouvrage qui m'a beaucoup inspiré d'Alain Ehrenberg il y a 25-30 ans, qui a fait une suite d'ouvrages. Le premier, c'était Le culte de la performance. Le second, c'était L'individu incertain. Et comme on avait l'occasion de discuter hier soir à table, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de promotion abusive, évidemment, de ce que j'appellerais l'individu augmenté, dans la mesure où il y a un flux d'offres de produits, de substances, de consommation de tout type, et qu'en même temps, l'individu est de plus en plus isolé dans la société, et qu'en fait, ce qui se fragilise de plus en plus, c'est le tissu social qui permet de soutenir tous les citoyens. Et je dirais, pour paraphraser un de mes collègues qui est très, très pointu sur ce sujet, sur cette dérive, quand on parle de prévention, on parle de plus, en tout cas si on n'y prête pas attention, le risque est de parler de plus en plus de prévention comme une question individuelle et d'escamoter la dimension de la société, la dimension de la communauté. Bon, les opioïdes, bien sûr, c'est le grand sujet de conversation, notamment à cause de l'épidémie aux États-Unis et des décès liés à la consommation de fentanyl. Dans l'Union européenne, il s'agit beaucoup de polyusage. Notre nouveau mandat comme agence de l'Union des drogues de l'Union européenne, et plus simplement observatoire, c'est aussi de faire des propositions et des recommandations en termes de réponse. En fait, aujourd'hui, nous n'avons que 15 sur 27 États membres de l'Union européenne qui ont adopté non seulement les dispositions législatives, mais les lignes directrices pour l'administration de naloxone. Et donc, régulièrement, c'est ce que je vais faire au Parlement européen dans 3 semaines, pour ce qui sera
mon dernier discours au Parlement, puisque mon mandat va se terminer fin décembre de cette année. Je vais revenir sur cet appel à prendre des mesures et anticiper, parce que ça me paraît bien évident que si certains pensent attendre qu'il y ait une épidémie liée aux opiacés et aux opioïdes pour commencer à se mettre autour de la table pour réfléchir à changer la législation, ce sera trop tard. Et quand même, une des grandes différences entre l'Union européenne et d'autres régions dans le monde, c'est que nous avons jusqu'à présent une approche plus ou moins équilibrée et balancée des politiques drogue. Rien n'est parfait. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais si on regarde avec d'autres régions dans le monde, il n'y a aucune comparaison. Mais il y a d'abord, ça ne veut pas dire que nous sommes à l'abri pour les risques à venir. Et puis surtout, ce serait oublier qu'en Europe, nous avons payé aussi le prix des vies perdues. Parce que moi, je me souviens, quand on a créé les programmes de réduction des risques, quand on a fondé la réduction des risques en Belgique, la quantité de gens qui sont morts d'overdose, la quantité de gens qui sont morts du sida et tous les décès, toutes les morbidités associées, c'est quelque chose qui a été oublié au fil du temps. Et pour moi, le plus important et peut-être le plus inquiétant, c'est vraiment urgent de tirer les leçons de tout ce que nous avons fait les 30 ou 35 dernières années et d'être prêts pour les nouveaux risques et pour les nouveaux défis. Il y a aussi énormément de défis et nouveaux défis associés aux cannabinoïdes, beaucoup de produits, et pas uniquement les gommes, mais énormément de produits. La concentration en THC est passée à 23% en moyenne pour la résine et 11% pour l'herbe. Mais nous voyons aussi de plus en plus des e-liquids, comme on les appelle aux États-Unis, les liquides qui sont utilisés pour le vaping, qui atteignent 95% de concentration en THC. Et donc, il y a une difficulté aussi pour assurer un suivi et avoir une compréhension de ce qui circule et de ce qui passe. Il y a aussi les changements, et nous avons dans notre mission fournir l'appui scientifique, mais aussi suivre l'évaluation des nouvelles initiatives, notamment pour la régulation de la consommation de cannabis dans des pays comme l'Allemagne, le Luxembourg, Malte ou les Pays-Bas ou la République tchèque. Et pour cela, bien sûr, la clé, c'est d'avoir de bonnes données. Après, il y a un nouveau groupe de cannabinoïdes qui sont les cannabinoïdes semi-synthétiques. Et pourquoi les appelle-t-on semi-synthétiques? C'est parce qu'ils sont produits à partir du CBD. Donc CBD, c'est d'une origine naturelle ou végétale, on va dire, mais qui est transformé en cannabinoïdes semi-synthétiques. La première molécule qui a été découverte, c'est le HHC. Aujourd'hui, en Europe, nous avons plus de 20 molécules qui ont été découvertes à travers le système d'alerte européen. Et d'ailleurs, parlant du système d'alerte européen, à la fin du mois de décembre l'an dernier, nous avions découvert depuis 1997 1000 nouvelles substances psychoactives qui n'avaient jamais été découvertes auparavant sur le marché de l'Union européenne. Et bien sûr, et la dernière étude en population scolaire le confirme, la vapette continue à se répandre, ce qui n'est pas une surprise vu que c'est une stratégie très pointue développée par l'industrie du tabac. Mais là aussi, des études pas suffisantes, mais des études ont montré que la vapette ou le début de la consommation en commençant par la cigarette électronique pouvait aussi induire notamment le passage à la cigarette et aussi d'autres problèmes associés. Alors hier, nous avons lancé sur le site de l'agence, c'est plus l'observatoire, pardon, nous avons lancé le nouveau rapport de l'enquête d'ESPAD en population scolaire. Alors, je ne vais pas vous la présenter maintenant parce que le rapport est très conséquent, mais c'est un rapport très, très intéressant parce qu'il montre l'évolution et une évolution plutôt positive chez les jeunes en ce qui concerne alcool, tabac et dans une moindre mesure le cannabis. Après, je pense que le rapport lui-même, il est intéressant, mais après, ce qui est encore plus intéressant, ce sont les questions que nous devons nous poser parce que
nous voyons, notamment par l'épidémiologie des eaux usées, wastewater epidemiology, nous voyons qu'il y a une augmentation de la consommation. Donc, pour moi, une des questions, c'est où sont les consommateurs? Et dans le même ordre d'idée, je voulais partager avec vous une expérience qui a été présentée à la conférence Club Health à Gand, en Belgique, avant l'été. Et il y a une étude qui a été faite en région flamande, payée par le gouvernement flamand. Donc en Belgique, dans ce cas, le programme est entièrement néerlandais, bien sûr. Et en fait, c'était un programme un projet pilote qui a utilisé les services d'un influenceur pour voir comment passer une vidéo et avoir des échanges avec les personnes qui le suivent. Et il y avait deux leçons retirées de l'expérience. La première, c'est les usagers, tous, en partie, en tout cas néerlandophones, ont tous demandé pourquoi c'était uniquement en néerlandais, parce que la Belgique étant petite, les Pays-Bas étant voisins, la France et le Royaume-Uni, ils trouvaient qu'en fait le programme aurait dû être plus international et plus en anglais. Et alors la deuxième question que je trouvais vraiment très interpellante, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont demandé pourquoi est-ce que vous avez voulu absolument parler de cocaïne. Et puis on leur a dit, on nous a dit que l'épidémiologie, les études, puis ils ont dit oui, mais nous on n'utilise pas la cocaïne, on utilise autre chose ou on a d'autres problèmes. Et en fait, le programme finalement a montré une utilité parce qu'il a permis un débat, notamment à partir du moment où l'influenceur a parlé de ses propres conduites addictives, qu'il était complètement addict au travail et qu'il n'arrivait pas à gérer ça. Et le fait de parler de ces difficultés a permis aux autres qui le suivaient dans le chat de partager, de parler de leurs difficultés. Et cet espace est devenu un espace d'échange. Tout ça pour dire que entre les statistiques que nous pouvons recueillir au niveau européen, ou national ou régional, il n'en reste pas moins que ce dont nous avons besoin, c'est un diagnostic local. Et pour ça, je vois des traces de retour d'une méthode très bonne qu'on avait complètement oubliée pendant des années, qui est la recherche-action participative. Et je pense que pour faire un diagnostic de problème et adapter l'offre de services et comprendre quelles sont les substances et quel est l'usage de substances qui posent problème, sans demander aux usagers et sans faire un diagnostic local avec tous les acteurs, eh bien, comme dans le cas de ce projet, on risque, en tout cas pour la substance qui était visée dans le programme de prévention, en fait, on risque de passer complètement à côté. Donc, nous avons des vulnérabilités. Je ne vais pas les lister toutes parce que d'abord, je pense qu'il n'y a pas que des vulnérabilités et les réseaux sociaux, les médias ont tendance à faire tourner en boucle toutes les mauvaises nouvelles et nous faire oublier qu'il y a aussi des choses très positives et importantes qui se passent. Nous avons des ressources. Je vais essayer voilà. Donc, un des premiers problèmes que nous avons un peu partout dans le monde, et si je dirais, j'invite toujours les gens en Europe à ne pas regarder trop du côté des États-Unis. Je dirais c'est un peu trop facile, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que la polarisation des discours, la radicalisation, le manque de respect, la post-vérité, la décrédibilisation de la connaissance scientifique, franchement, en Europe, on n'a rien à envier à d'autres régions et pays dans le monde. Et donc, notre action, notre intervention et promouvoir nos interventions est d'autant plus important. Et certainement, ça risque d'être un danger. Et il y a certainement pour moi un risque, notamment à cause de l'irruption et du développement de la violence associée au marché des drogues en Europe. Il y a un grand risque aujourd'hui qu'on ait un retour vers des pratiques beaucoup plus répressives. Il y a déjà des pays qui ne veulent plus entendre parler de réduction des risques. Il y a des pays qui parlent et des décideurs politiques qui parlent de la guerre à la drogue et aux drogués. Alors qu'en Europe, dans l'Union européenne, tout ce que nous avons fait depuis 30-35 ans, c'était basé sur les droits de l'homme, sur les valeurs fondamentales qui aujourd'hui font partie intégrante des traités de l'Union européenne, qui veut dire qu'ils s'appliquent aussi pour les personnes qui font usage de drogue ou de substances. Donc l'autre problème que vous connaissez certainement mieux que moi est l'étude ESPAD que nous avons publiée hier, insiste dans ses recommandations. Nous avons un problème énorme de santé mentale, en particulier chez les jeunes,
déjà avant le Covid et qui a été amplifié depuis la pandémie. Et puis, il y a l'impact de la guerre en Ukraine, surtout en Europe aussi pour les pays voisins, mais aussi le sentiment d'insécurité pour tous les Européens et évidemment la situation à Gaza qui ne peut pas ne pas avoir de conséquences dans tous les pays qui ont aussi non seulement des populations juives, mais aussi musulmanes et pour lesquelles nous pouvons, si nous n'y prêtons pas attention, faire face à de nouveaux problèmes, voyant par exemple le double discours que nous, Européens, nous avons parfois avec nos partenaires à l'extérieur de l'Union européenne. Donc il y a des risques, il y a des dangers, et tout cela a un impact phénoménal sur la santé mentale en général, mais chez les jeunes en particulier. Et donc, la conséquence, ce qui est montré dans l'étude ESPAD publiée hier, c'est aussi qu'il y a un mouvement très fort, s'il y a une amélioration de la situation, par exemple, pour ce qui est le tabagisme, la consommation d'alcool et le cannabis. Par contre, il y a d'autres conduites addictives qui se développent davantage. Alors, pour terminer, je vais revenir à la dernière image. Ça, vous les aurez dans la version. Je pense qu'en effet, 2 points. Le dernier, c'est... Je pense que le plus important, c'est de soutenir et de pousser plus que jamais pour des approches et des politiques qui soient holistiques plutôt que hostiles. Et enfin, je voudrais revenir à Sisyphe parce que, comme j'arrive à la fin de mon mandat, j'ai participé à la création de l'agence il y a 32-33 ans. Au moment de quitter mes fonctions, je voudrais rendre hommage à vous tous, à tous les professionnels qui êtes les Sisyphes des temps modernes. Et je voudrais revenir sur la conclusion d'Albert Camus dans son essai sur le mythe de Sisyphe, quand il dit « Je laisse Sisyphe au bas de la montagne. On retrouve toujours son fardeau. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux, il faut imaginer, vous imaginer tous nos clients heureux, parce que la plupart du temps, vous êtes le premier ou le dernier rempart. Les premiers qui êtes dans une position où le matin, vous aurez toujours l'accueil de la personne qui parfois n'a même plus elle-même la conscience de ce qui lui reste d'humanité. Vous êtes les premiers, vous êtes en première ligne et vous avez toujours le sourire. Vous êtes toujours motivé et c'est quelque chose dont on ne parle jamais nulle part. Donc, pour moi, après tant d'années, 40 années de carrière clinique et professionnelle, je voudrais vous adresser à la fois cet hommage et cet encouragement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais co-animer donc cette session avec Ikro Meremani, c'est un honneur. Nous allons poursuivre avec la deuxième présentation et nous prendrons les questions ensuite, ce qui permettra d'optimiser aussi le temps avant la pause. Alors, nous accueillons du coup le professeur Garvin Barth de Minneapolis, qui est professeur de médecine à l'Université de Minnesota et qui est directeur de la division des addictions et de, je crois que c'est santé publique peut-être. Et en tout cas, vous allez nous présenter un outil d'aide à la décision clinique intégrée au dossier médical électronique pour améliorer le dépistage, le diagnostic et le traitement des troubles liés à l'usage d'opioïdes dans les soins primaires. Et vous allez nous présenter un essai randomisé. Nous vous remercions. Thank you so much. I'm very happy to be here today, and I know we're all disappointed that Ivan Montoya could not be here. And I want to thank all of the federal employees in the United States during the shutdown, many of whom continue to work without pay. So my thoughts are with Ivan. I'm going to be changing the pace today and talking about how to increase the uptake of addiction treatment within general medical settings, recognizing that at least in the United States and in many parts of the world, there will never be enough addiction specialists
to handle the scope of the problem. So I will be highlighting results from a NIDA-funded study where we attempted to use an electronic health record clinical decision support tool to support primary care providers in addressing opioid use disorder. Doing this took a large team, so I want to recognize my very large team working on this and the NIDA Clinical Trials Network. I have no financial disclosures other than my grants from NIDA to report for this. For many years in the United States, we've been trying to have more general physicians prescribe medications for opioid use disorder, but progress has been challenging. And it's not so much purely stigma, and it's not even a lack of knowledge. What many providers, doctors, nurses, health administrators are telling us is that their health system has too many barriers that get in the way of them being able to prescribe these medications. They don't have enough time, they don't have enough support in terms of staff or workflow. So we wondered if there could be an electronic solution to helping these clinics. But more than just translating a guideline into a smartphone app that still requires a doctor to go back and forth between the app and the electronic health record and the patient. We wanted to have something that could be integrated into the electronic health record that would be adaptive to the individual patient. In other words, it could read in real time the information contained in the electronic health record about that patient and provide recommendations about that specific patient to the doctor, rather than general recommendations that may not apply to the specific individual they're seeing. To do this, we created a clinical algorithm. It was over 25 pages of decision trees, as this image on the left will show just one page of them. This could be seen as really hard to do and too complex. What the image on the right is a decision tree. If any of you use Waze or Google Maps to find directions, what is on the right is a decision of crossing one intersection in a street. And imagine you're doing that at 60 kilometers an hour, and Waze or Google Maps works in real time. So we wanted to create an equally real-time support tool for providers while they're seeing the patient. It's directly integrated into the electronic health record. This is what the doctor sees. It has many different tabs on it. The one that's highlighted on the bottom is diagnosis, to help diagnose and screen opioid use disorder. If the patient is already coming to them with a known opioid use disorder, they can simply skip that tab and go directly to selecting a medication. And it walks them through the process of choosing buprenorphine or referring someone for methadone or using naltrexone. You'll see the green button on the upper part. If they push it, it automatically orders a prescription for naloxone. And below it, they can automatically click a button to refer a patient to a specialist if they, as a primary care provider, do not want to manage this patient's opioid use disorder. As I said, it's individualized to the patient, so there's some writing here about the patient they're seeing. For example, this one, the patient has signs of depression, and so the provider will need to take that into account when they're addressing their opioid use disorder. Under another tab, when it has options to select medications, you'll see, for example, the electronic health record indicated
or knew that this patient had severe liver disease. And so it automatically eliminated options of naltrexone for this patient. And this healthcare system chose, in cases of severe liver disease, they wanted the addiction managed by a specialist, not by primary care. The radio buttons on the left allow the doctor to click on them if new information is obtained. Maybe they didn't know the patient had liver disease. They could then click on it, and the types of decisions they would make would be curated based on the characteristics they selected for the patient. This was a clinic that had options to start buprenorphine in the clinic or send the patient home, and there were different printouts or algorithms to help the doctor do either one. So this gives you a sense of what the tool looks like. We put it to trial. We did a randomized trial of 92 primary care clinics across 3 different healthcare systems spanning about 5 states within the United States. Half of the clinics, the doctors had access to this tool, and half of the clinics, the tool was running in the background, but the doctors could never see it. And by having it run in the background, we knew every patient they saw and every decision they made. So we knew if they were diagnosing opioid use disorder, we knew if they were ordering naloxone, we knew if they were referring, but they had no access to a tool to help them do those things. The aims of the study, we had multiple primary aims. We wanted to see if access to the tool would increase clinics' ability to diagnose opioid use disorder within 30 days of the initial visit, whether it would increase prescriptions for naloxone, increase medications for opioid use disorder either directly in primary care or through referral, and the percent days covered by a medication in the 90 days following the first clinic visit. There were also some mixed method approaches. There were 10,000 patients who were considered high risk for opioid use disorder during the course of the study, evenly split between the control clinics and the intervention clinics. You can see the characteristics. About half were female, slightly older in age, which is representative of primary care in the United States, mostly white, and not primarily on public assistance for their medical care. There were a number of comorbid disorders in terms of anxiety, depression, bipolar, and a number of people already had a diagnosis of an opioid use disorder, and only 2% had a recent opioid overdose. So this was a large sample size. So what were the results of letting doctors have access to this tool for anywhere from 6 to 12 months of time while they're seeing patients? Well, unfortunately, the tool did not increase the diagnosis of opioid use disorder, but it did increase significantly the order of naloxone rescue kits. And it increased either the initiation of medication for opioid use disorder or referral for initiation. So 2 important and significant findings, but there was no difference between the intervention and control clinics about the percentage of days covered by a medication over the 90 days following the initial visit. Now let's do a little reality check. While the results were significant, the numbers were a little disappointing. Already, there were 7% of people at baseline in usual care clinics on buprenorphine, and 11% in the intervention clinics. And at 30 days, the numbers did go up more in the intervention clinics than in the control clinics. But ultimately, those increases were very modest, only small percentage points. The majority of people
still were not given medications for an opioid use disorder, even though they warranted it. So we made progress, but not as much as we would have liked. There were some important benefits to subpopulations. So the small percentage of patients who were Black were more likely to get a prescription for a medication for opioid use disorder, as were those who identified as American Indian. And interestingly, those who were identified as being at a moderate risk for opioid use disorder compared to those who were high risk also were more likely to get a medication. I think the tool helped identify those who were at moderate risk, were those who were already at high risk. It was obvious they had a problem, and so a tool wasn't necessary. But maybe those who were less likely to be identified, it was helpful. Did it impact the overall cost of care? Well, healthcare costs in the United States goes up every year. So this is more a matter of, did the cost go up less in the intervention clinics than in the control clinics? And the overall expense per patient identified with an opioid use disorder was $1,000 less than the amount it went up in the control clinics. Now, if there were 5,000 patients, a little more than 5,000 patients in the intervention clinics, that works out to between $5 and $6 million per year. So there can be important cost savings. So to conclude, we did a cluster randomized trial of 92 clinics for a clinical decision support tool to support primary care providers in addressing opioid use disorder. We were able to see increases in naloxone prescriptions and in initiation or referral for initiation for medications for opioid use disorder. What will we do next? Well, we're talking about providing more implementation support. The tool seems to work, but it was underutilized. So can we support clinics in using a tool that can be helpful to them? We're also talking about using artificial intelligence to help augment some of the decisions and the supports available to primary care providers. And I look forward to perhaps presenting results of future studies here in Biarritz. So I want to thank you, and I'm happy to take questions now or after the session. Merci beaucoup pour cette deuxième présentation, très complémentaire de la première. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Sinon, nous en avons plusieurs à notre niveau. Alors, j'en profite à chaud de la deuxième présentation. Alors, on voit que finalement, c'est un outil qui peut aider, et c'est très important parce qu'on voit bien que la formation initiale aujourd'hui des professionnels de la santé est clairement insuffisante. Elle ne permet pas d'appréhender suffisamment les problématiques addictives, et notamment celles liées aux opioïdes, et puis de les prendre en charge. Alors, c'est surprenant, du coup, avec un outil d'aide, que l'optimisation elle ne soit pas aussi importante qu'attendue. La question qui se pose, est-ce que finalement c'est dans la façon dont l'application fonctionne, la caractérisation de la problématique, à quel niveau vous avez pu identifier que quelque chose pourrait être optimisé justement dans l'initiation des prises en charge liées aux opioïdes? On voit bien que très souvent les cliniciens qui nous sollicitent ont du mal à bien caractériser, et c'est là que je pense qu'il y a une optimisation à faire, et puis bien entendu ensuite à mettre en place le traitement et ensuite à l'adapter. On voit bien il y a 3 étapes graduées, et à votre niveau, qu'est-ce que vous avez pu identifier au niveau de votre application qui permettrait d'optimiser? I hope I was able to catch all of your response. I can repeat it in English if the translation is not enough. I'll give an answer, and if I didn't quite catch it, what I was not able to go into, because of the time constraints, is we as doctors see a lot of patients. And if you're a general doctor, the majority of them don't have opioid use disorder. It is too hard
to ask every single patient about opioid use disorder. So one of the things integrated in this tool is a risk calculator that potentially identifies those who are at risk. It has a positive predictive value of about 10%, which is consistent with other screening tools, maybe a mammography for breast cancer, immune testing, fecal immune testing for colon cancer. Positive results have about a 10% positive predictive value. So this tool can flag, rather than flagging every single patient, flags patients who are identified as being at probable risk for having an opioid use disorder, and that then cues the doctor to go in and begin using this tool. They aren't being forced to use the tool. And when we did interviews with the doctors about the tool at the end, ultimately they said they were so busy, their practice is too busy, that even when a tool is available to be helpful to them, they don't have time to use it. And so that's why we're wanting to think about the next step of providing some additional support. Merci effectivement pour cette réponse. Ce qui est très intéressant, c'est que la population que vous aviez dans l'étude correspond à celle qu'on voit dans l'enquête en population générale, qui sont les décès par toxiques liés aux antalgiques, où effectivement il y a une prédominance de femmes avec un âge un peu plus élevé que les consommateurs de produits. Donc on est vraiment effectivement dans une population plutôt représentative de ce qu'on voit dans le soin primaire, et ça c'est effectivement très, très intéressant. I have a question for Dr. Gosdale. Substance use, I think, is very similar in all parts of Europe, with a difference from north to south, but it's similar. There is some project in the agency to make a survey about treatment, because the treatment is very different in all parts of Europe, and the methodology is different, and results are different. Thank you. Oui, thank you. That's a fantastic question, because that's the part I've cut in my presentation. Donc, je remercie parce que c'est le point que j'ai coupé dans ma présentation pour rester dans les temps. Donc, oui, en fait, ce que je voulais ajouter sur le traitement, c'est que à cause de la crise et de l'épidémie d'héroïne et du besoin de développer des réponses aussi bien en termes de réduction des risques que des traitements agonistes, on a mis beaucoup de priorités, d'emphase sur les traitements de substitution essentiellement et sur la réduction des risques. Et parfois, dans certaines conférences ou dans certaines réunions, je trouve que c'est presque obligatoire de ne parler que de réduction des risques ou de répression. Enfin, je montre Gavin, mais nothing to do with you. So, et donc là où je trouve que le débat est mal placé, et là, nous avons eu la réunion de programmation stratégique la semaine dernière à Lisbonne pour le programme de travail des 3 prochaines années, et j'ai invité ma successeur, la future directrice de l'agence qui prendra ses fonctions au 1er janvier, Dr. Lorraine Nolan, et ce que j'ai présenté, et nous sommes d'accord sur les priorités pour l'agence dans ce domaine-là pour les 3 à 5 prochaines années, je pense qu'il est urgent d'investir plus sur le traitement. D'abord, ce n'est pas obscène de parler de traitement. Et dans certaines discussions, c'est presque mal vu de parler du traitement. Je pense que la réduction des risques, elle est essentielle et on doit la réinventer. Et je pense aussi qu'on doit inclure, c'est pour ça que je parlais de diagnostic local. Pour moi, le futur de la réduction des risques, c'est au niveau local, mais là où il y a des problèmes de violence, la violence, elle doit être intégrée dans l'analyse, parce que la réduction des risques n'est pas uniquement harm,
c'est pour tout le monde, pas uniquement pour les usagers. Si on veut construire des questions qui sont durables et qui sont appuyées aussi bien par les usagers que par la population, on doit enrichir l'analyse, en tout cas au niveau de construire des nouvelles réponses en termes de réduction des risques par rapport aux nouvelles conduites à risque. Mais d'un autre côté, je mentionnais, notre rapport, il estime qu'il y a une période de latence de 10 à 13 ans entre l'initiation de la consommation de cocaïne et la première demande de traitement. Probablement pour la consommation de crack, c'est plus court, mais par contre, l'accessibilité des consommateurs n'est pas toujours plus facile. Donc je dirais, si on compte 10-12 ans, et si on compte que l'augmentation de la disponibilité de la cocaïne sur le marché qui a vraiment poussé la consommation, elle est apparue il y a à peu près, ça a commencé il y a à peu près 7 ans. Donc l'appel que je vais lancer au Parlement dans 15 jours, c'est de dire, voilà, nous avons des données indirectes, les saisies, l'épidémiologie des eaux usées qui indiquent qu'il y a une consommation énorme de cocaïne et de stimulants. Et aujourd'hui, puisque le nouveau mandat de l'agence est EU Preparedness on Drugs, la préparation par rapport aux drogues, que ce soit sur le court terme ou le long terme, il y a une question pour ceux qui demanderont une copie de la présentation. Vous verrez, sommes-nous prêts? Pour moi, la réponse est très claire. Nous ne sommes pas prêts. Ni sur une nouvelle épidémie des opioïdes, parce qu'avec 15 pays sur 27 qui ont pris les dispositions pour l'analoxone, ça reste presque un tiers des pays qui n'ont rien fait. Donc les mêmes s'inquiètent à toutes les réunions internationales de ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est urgent qu'ils fassent quelque chose chez eux. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, on doit avancer et promouvoir un investissement massif dans la recherche et dans l'offre de services, parce que le jour où il y aura une nouvelle vague de demandes de traitement pour la dépendance à la cocaïne ou aux stimulants, je pense que dans vos traitements, dans vos centres de prise en charge, on n'a pas les ressources pour accueillir une augmentation. Et de la même manière que pour les opiacés, les médecins généralistes et les autres en première ligne ne sont pas forcément équipés. Et je pense que Dominique Lamy, qui travaille depuis 35 ans sur la formation des généralistes, il a une intervention plus tard dans la semaine. Ce serait bien qu'il nous dise aussi ce qu'il pense par rapport à la cocaïne. Je pense qu'on n'est pas prêt, mais aussi en termes de protocole. J'ai lu une umbrella review il y a quelques mois sur la manière dont le craving était pris en considération dans les protocoles de traitement à la dépendance à la cocaïne. Et en fait, le craving, dans aucune des études, n'était dans les critères primaires. Alors qu'on sait que le craving, c'est la cause numéro 1 de rechute. Donc, je pense, et pourquoi je vais faire cet appel au Parlement, et je termine, c'est que le Parlement européen et la Commission décident sur les priorités pour la recherche. Donc, mon appel pour l'action n'aura un impact financier concret qu'au début de 2027, parce que la programmation des programmes de recherche prend aussi un certain temps. Mais je pense que si on veut être prêt dans 2-3 ans à faire face à une augmentation de la demande, on doit augmenter la connaissance. Et du coup, il est temps de réhabiliter le traitement. Et je trouve que c'est un paradoxe qu'on soit obligé de dire ça aujourd'hui en Europe, alors qu'aujourd'hui, on est à Biarritz et la salle, elle est pleine d'intervenants médico-sociaux. C'est la même chose dans tous les pays dans l'Union européenne. Donc, il y a un gap même par rapport à la connaissance de ce qui existe. Donc, ça, c'est une des priorités. En tout cas, pour moi, c'est la priorité numéro 1 pour l'Agence européenne des drogues. Et ma successeur partage tout à fait le diagnostic. Merci. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de la salle? Pas de réaction? Eh bien, écoutez, moi, je vais en profiter. Du coup, effectivement, comme vous l'avez dit, la réponse, elle ne peut pas être unique, elle est multiple et à tous les niveaux. On voit bien que le marché de la drogue utilise aujourd'hui tous les codes, je dirais, marketing, commerciaux qui existent pour tous les autres produits, avec effectivement une force de frappe, tant en termes de production que de diffusion, que de sollicitation, effectivement, des consommateurs,
exactement à l'instar de ce qu'on a pour tout autre marché. Donc ça contribue aussi, bien entendu, à banaliser finalement les produits qui sont utilisés. On voit bien qu'il y a des produits d'ailleurs qui sont plus banalisés que d'autres, comme les psychostimulants ou la cannabinoïdes, comparativement aux opioïdes, qui ont encore une image différente. Mais en tout cas, on voit bien que dans une société qui a évolué, on voit bien que l'offre des produits a évolué et s'est calée véritablement sur les méthodes modernes et sur des codes entre autres des jeunes. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il est important d'avoir finalement des actions multiples à tous les niveaux. Certes, il y a aussi du côté de la criminalité, mais il y a bien entendu comment finalement les produits sont adressés finalement à la population et notamment aux jeunes, et comment effectivement leur permettre de se préparer, de prévenir effectivement l'exposition, en sachant qu'il y a dans cette société dite moderne toute la problématique de la dislocation sociétale. Vous l'avez évoqué, le tissu de soutien social, c'est les théories d'Alexander qui contribuent à fragiliser finalement les individus et à les rechercher finalement dans les consommations des aides. Vous avez parlé du sujet augmenté. L'augmenté, ce sont les conduites dopantes. Et donc aujourd'hui, on voit l'importance de pouvoir intégrer très tôt, donc chez nos jeunes, qui, pour certains, manquent de repères et manquent effectivement donc de référentiels et de capacité à comprendre aussi comment ils fonctionnent et comment s'aider. Toutes les fameuses compétences psychosociales qui sont insuffisamment effectivement encore actuellement donc intégrées au plus tôt dans le parcours effectivement de jeunes pour se prémunir, pour prévenir finalement une exposition, parce qu'on voit bien que finalement on est toujours un train de retard par rapport à une dynamique de l'offre qui elle va crescendo. On voit bien donc plus régulièrement donc il y a de nouveaux produits. Comment aujourd'hui, en sachant qu'il y a toute la difficulté de la coordination européenne, parce qu'on voit bien que même s'il y a des actions tendant à coordonner, on voit bien qu'il y a quand même des différences entre les pays. Quel est votre point de vue, votre vision? Comment on pourrait améliorer tout ça? Comment on pourrait impulser des choses qui permettraient de changer et d'apporter effectivement une réponse, comme vous l'avez dit, beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale, dans effectivement donc face à un problème qui peut pas se résoudre avec une seule stratégie, notamment répressive. Je vous remercie. C'est une grande question. Donc, j'ai une ou deux idées à partager avec vous encore. Et puis, je pense qu'on est arrivé à l'heure. Pour moi, une des questions, c'est, je pense, et c'est l'image que j'ai prise en mai. Nous avions le dialogue entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Et je pense il est temps de reconnaître que nous avons tous un problème de développement humain. Et je pense le morcellement des politiques et des actions et des financements. Je ne vais même pas détailler trop le morcellement des discours ou des non-discours politiques. Je pense un gros défi que nous avons dans notre société post-moderne et post-vérité, c'est que nous n'avons personne qui présente un projet de société. Donc on se retrouve, pour les Français et francophones de France, pour moi c'est un peu la blague de Coluche, l'histoire de Coluche sur le cancer du bras droit. On a des services pour le cancer du bras droit, pas du bras gauche ou seulement. Mais par contre, la vision de société, il n'y en a pas. Et ça fait un petit temps qu'il n'y en a plus et de moins en moins. Donc aujourd'hui, en plus, on est dans un contexte où, dans Le Monde ce matin, on parle des négociations sur le prochain budget multiannuel de l'Union européenne. Mais on sait qu'on doit rembourser 800 milliards du prêt qui a été fait collectivement pendant la pandémie du Covid. L'estimation de la présidente de la Commission européenne, c'est qu'il faut trouver au moins 800 milliards pour investir dans l'industrie de défense pour combler le retard de ce qu'on n'a pas fait pendant 60 ans. Parce qu'il faut... En fait, on a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait pendant longtemps quand on avait de l'argent. Maintenant, on n'en a plus. Donc ça, c'est quand même un gros défi pour nos sociétés. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que une des choses en tout cas, quand j'ai commencé mon mandat, ma priorité, c'était de transformer l'agence et d'améliorer son public value, comme on dit aux États-Unis. Et pour moi, ma priorité, c'était la rapprocher du terrain et rendre l'agence encore plus utile. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire pour à la fois appeler l'attention, pour montrer aussi des réponses intéressantes qui existent au niveau local. C'est ce que je voulais dire quand j'ai aussi rendu hommage à tous les gens présents dans la salle et dans toute l'Union qui travaillent dans ce secteur. On a beaucoup plus de ressources que ce qu'on veut bien croire.
Donc la première chose, et ça c'est quelque chose qu'on fait et qu'on devrait faire plus, c'est de faire connaître. Par exemple, l'an dernier, nous avons organisé la première conférence européenne sur la violence associée à la drogue. J'ai poussé pour l'avoir, cette conférence, mais j'ai encore poussé plus pour que ce ne soit pas une conférence en plus sur le law enforcement. J'ai insisté sur ce qui était le point commun, c'est le soutien à nos communautés. Donc je pense qu'on est dans un environnement difficile. Et comme je disais avec Bertrand Lebeau juste avant l'ouverture ce matin, je pense que, c'est pas étonnant qu'il y a beaucoup de gens qui sont angoissés et stressés, ou en tout cas l'actualité et surtout l'information en boucle ne peut qu'augmenter notre niveau d'angoisse, et donc de pousser pour des comportements qui permettent de gérer d'une manière ou d'une autre, ou d'étouffer l'angoisse. Mais je pense qu'on a vraiment, pour moi, ce que j'ai essayé, ce que nous avons essayé de faire avec l'agence ces 10 dernières années, c'est aussi prendre des risques. C'est-à-dire prendre le risque de la parole sans sortir de notre rôle. Mais en tout cas, pour moi, il n'a jamais été imaginable de pratiquer la langue de bois. Et sans critiquer la déclaration d'un ministre ou d'un autre, pour moi, il y a toujours une manière de dire, en quelque sorte, comme on dirait en psychiatrie ou en psychanalyse, oui, mais pas comme ça. Merci pour cette réponse. Toujours pas de réaction au niveau de l'assistance. Oui, Bertrand Lebeau. Merci. Oui, je voulais que vous fassiez un commentaire sur ce que vous avez dit à propos d'une question qui est effectivement celle de l'œuf ou de la poule, c'est-à-dire est-ce que c'est l'offre qui est première ou la demande? Contre l'idée selon laquelle la demande est première, vous dites que cette idée permet d'accuser les usagers d'être finalement à l'origine de tout cet immense marché illicite. Mais je crois qu'il est possible de dire que la demande est sinon première, en tout cas extrêmement importante, dans une dialectique très puissante avec l'offre, sans que ça ait pour conséquence d'accuser les usagers, comme on le fait maintenant assez souvent en France, d'être à l'origine du problème. Est-ce que vous êtes sûr que le seul argument en faveur de la prééminence de l'offre tient à l'utilisation qui peut être faite de l'autre thèse, celle de la primauté de la demande? Ah, ça, c'est une très belle question. Je pense que vous allez devoir écrire là-dessus dans un de vos prochains ouvrages. Donc, ouais, vous avez tout à fait raison. Je pense que, en effet, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'on ne doit pas se laisser enfermer dans cette fausse dichotomie entre, d'un côté, protéger l'usage, et certains veulent défendre l'usage à tout prix, comme si c'était la seule valeur et le seul objectif possible, et escamotant d'ailleurs complètement le traitement au passage. Et puis ceux qui, de l'autre côté, prétendent défendre et protéger les citoyens et veulent en profiter pour faire passer un agenda politique qui est aussi différent et qui a d'autres objectifs derrière. Je pense que la question, elle n'est pas aussi simple. Et en fait, ce que je retiens de votre question, parce que c'est une question qui me travaille vraiment, c'est le fait que, d'un côté, ce que je trouve qui reste inacceptable, raison pour laquelle je m'insurge contre ces idées de mesures de punir les familles déjà vulnérables en le supprimant les allocations familiales, c'est cette espèce d'idée, désolé, je vais utiliser un terme un peu de mai 68, mais bon voilà, moi je suis né un peu avant, donc c'est petit bourgeois, c'est de dire dans les bonnes familles il n'y a pas de problème. Et ça, c'est un discours qu'on entend périodiquement tous les 5 ou 10 ans, et que ce soit pour l'abus sexuel, la violence intrafamiliale, l'usage de drogue, c'est toujours dans les bonnes familles où si vous étiez bien éduqué, il n'y aurait pas de problème. Et on sait que c'est loin d'être le cas. C'est un faux débat et c'est un faux discours. Donc ça, vraiment, je m'insurge contre. En même temps, quand on voit la violence, on va prendre Marseille et Bruxelles,
deux villes tout à fait différentes, mais Bruxelles qui a une courbe exponentielle d'épisodes violents toutes les semaines, si pas tous les jours. Je pense qu'on ne peut pas non plus faire l'économie de se poser la question de la responsabilité des usagers. Pas dans un sens punitif, parce que de nouveau, une des nouvelles mesures dans certains pays, on discute, certains décideurs politiques proposent de modifier la loi sur la protection de la jeunesse et la loi sur la protection des mineurs pour faire descendre l'âge à partir duquel on pourrait les inculper ou les envoyer en prison. C'est pas ça la solution. La réponse, ça doit être une réponse de société. Et je ne parle même pas de l'absence d'une politique par rapport au rôle de la prison dans la réinsertion, parce que ça, on n'en parle même plus. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas uniquement dire qu'il faut des moyens pour la police et pour la justice. C'est vrai, il en faut. On ne peut pas uniquement dire qu'il faut des moyens pour le traitement ou la réduction des risques. Il y a quand même le fait que si tous ces gens ne venaient pas dans le centre de Bruxelles ou dans certains quartiers de Marseille pour s'approvisionner et retourner chez eux, il y aurait peut-être moins de problèmes au niveau du terrain aussi pour le contrôle du territoire entre les gangs. Donc le consommateur, il fait partie du système. Mais de là à en faire l'objectif, la cible, dans le sens synégétique du terme, ça par contre, c'est inacceptable. Et pour moi, ça veut dire que le concept même de prévention, et je renvoie à ce que je disais mon collègue Gregor Burkhardt et les collègues de la Société européenne de recherche en prévention, ils insistent beaucoup, et je pense à juste titre, sur le fait que la prévention, contrairement à ce que certains peuvent croire, ce n'est pas uniquement une question de choix individuel, comme on disait avant, just say no. C'est quelque chose qui fait partie, comme disait, je ne vais pas vous rappeler la définition de Claude Olivenstein, Olive, il y a 40 ans, ça reste tout à fait d'actualité, il y a un contexte. Et le contexte n'est pas uniquement le problème d'un individu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les nouveaux modes d'intervention pour adresser la consommation, pour inclure ce problème dans les diagnostics locaux? Je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie. Mais certainement, je n'ai pas la réponse à comment on peut le gérer. Simplement, je pense qu'on doit se poser la question. On ne peut pas juste laisser les consommateurs, ou on va dire, on ne peut pas laisser la consommation en dehors du diagnostic du problème, je pense. Merci pour cette réponse. Une question, Jean-Michel Delisle. Et ça sera la dernière. Merci. Deux questions, si possible, mais très courtes. La première, c'est pour Alexis. Merci beaucoup pour la présentation. Et tu as évoqué tout à l'heure le contraste qu'il y a entre l'amélioration des indicateurs chez les jeunes avec l'enquête ESPAD et ESCAPAD en France, et de notre côté, l'augmentation vraisemblable des niveaux de consommation tels que ça apparaît dans l'épidémiologie des eaux usées. Et tu disais, qui sont ces usagers? Donc je pose la question, qui sont ces usagers? On peut imaginer que c'est des adultes qui étaient jeunes il y a 10 ou 15 ans, au moment où on était dans les pics, au contraire du jazz chez les jeunes, mais j'aimerais que tu creuses le truc. Et puis une question pour notre ami Gavin Barth. Alors il se trouve que il y a 30 ans, j'étais à Minneapolis, au Minnesota, dans le service du professeur Joseph Westermeyer, pour faire de l'anthropologie, en l'occurrence. C'était passionnant. J'ai entendu que dans l'outil, il y avait aussi des données sur les troubles anxieux et troubles dépressifs associés. Et est-ce qu'il y a eu un impact de l'utilisation de cet outil dans peut-être le repérage et les possibilités éventuellement d'accompagnement de ces troubles associés, puisqu'on sait que c'est une clé aussi pour la prise en charge des problématiques addictives? Thank you for your question, and I certainly miss Dr. Westermeyer. He had many things to contribute to our field. We're still doing sub-analyses to see if there are differential outcomes in those who had anxiety or depression. These health systems already have screening processes in place for depression and anxiety within primary care. So we were not inventing it for them. They were already doing it, but we were using the information to inform the opioid process because it may impact their decision whether to refer to a specialist, whether to treat in-house.
But I look forward to seeing if there are differential results or maybe better care pathways provided to those who were identified as having anxiety and depression. We'll also, since this is ATHS, we also will be getting information about testing for and treatment of viral hepatitis and HIV, because the tool is prompting that, but we did not have those sub-analyses in time for this conference, so maybe another year. Merci pour ta question. En fait, elle me fait penser à une ancienne publicité pour les gagnants du loto en France. J'y ai pensé ce matin quand je préparais ma présentation. Il y a une publicité très rigolote qui commençait « Les gagnants du loto, qui sont-ils, que font-ils » et moi, je me pose la même question pour les résultats aux enquêtes en population générale ou l'épidémiologie des eaux usées. Et je pense que la manière d'aborder ça, il y a des sources d'informations potentielles existantes et d'autres à reconstruire ou redévelopper. Les sources existantes, c'est par exemple dans les pays qui ont une salle de conso supervisée ou des salles de consommation supervisée, notamment en Suisse, mais il y a 2 salles en France et il y a une centaine dans l'Union européenne. Donc les salles de conso supervisées, les pays comme l'Autriche où il y a un programme de drug checking comme à Vienne ou Energy Control à Barcelone, ce sont des gens qui permettent de vous donner une information au jour le jour sur qu'est-ce que les gens consomment aujourd'hui dans certains groupes. Et c'est une source unique. Nous avons aussi un projet auquel participent certaines villes françaises au niveau de l'agence sur l'analyse des cheveux et aussi l'analyse des résidus des seringues. Donc il y a une série de choses existantes et nous sommes en train d'en redévelopper, on essaye de redimensionner certaines d'entre elles, et aussi le réseau Euroden des salles d'urgence qui collaborent, parce que de nouveau, en faisant un croisement d'indicateurs qui sont tous partiels, ça permet d'avoir déjà une meilleure idée. Et puis, il y a un autre projet que nous avons développé depuis quelques années, qui est le Web Survey, c'est l'enquête sur Internet, qui est une enquête qui vise exclusivement des personnes qui déclarent consommer des substances licites ou pas encore illicites. Et la dernière campagne, nous avons eu 130 000 personnes, 130 000 consommateurs déclarés qui ont participé à l'enquête dans toute l'Europe. Bien sûr, ce n'est pas du coup un échantillon représentatif du comportement de toute la population, mais c'est comme ça que nous avons découvert que parmi les consommateurs déclarés pour l'ensemble de l'Union européenne, il y a une moyenne de 10 à 12% de ces gens qui déclarent consommer de la kétamine régulièrement. Ce qui est intéressant parce que même si ce n'est pas un échantillon représentatif, c'est une source unique d'information pour comprendre l'importance du problème chez ceux qui consomment. Et ce point-là, pour moi, c'est un peu comme la question de gérer les risques en médecine. Parfois, dans mon expérience, quand je travaillais à l'hôpital universitaire, je trouvais que ça se produisait assez souvent que certains médecins minimisaient le risque. Mais en médecine, surtout en chirurgie, il y a toujours un risque. Et on oublie parfois que pour celui qui fait face au problème, ce n'est pas 1 sur 10 000, c'est 100%. Même chose en utilisant des sources différentes. Et puis, pour terminer, c'est pour ça que je parlais de la recherche-action participative, mais aussi des focus group. Par exemple, nous avons financé un projet pilote au festival Tomorrowland, qui est le plus grand festival de musique électronique d'Europe, avec 400 000 personnes qui se réunissent sur 2 jours près d'Anvers, en Belgique. C'est de la musique électronique. J'ai fait une visite officielle, une visite de terrain cet été, et il y a eu 2 décès par overdose, je dirais seulement, et en fait, le profil d'usage est complètement différent de celui habituel dans la région, à savoir, les 2 personnes étaient âgées de 31 ans, 31-32. Je n'ai pas eu les résultats complets de l'analyse, mais en tout cas, ce qu'on savait au moment du festival, c'est que c'était une combinaison de MDMA fortement dosée. Il y avait des comprimés qui ont été saisis et qui avaient 275 mg
de MDMA. Pour vous dire, la comparaison, c'est en 2000, on a lancé la première alerte pan-européenne sur un comprimé de MDMA avec un logo d'éléphant. Il contenait 60 mg. À Vienne, à Check-It, ils ont trouvé des comprimés qui avaient jusqu'à 360 mg. Et donc ici, à Tomorrowland, c'était une combinaison de cocaïne et de MDMA fortement dosé. Et en fait, le projet pilote, il a visé à interviewer sur le terrain, en dehors de la présence de la police évidemment, des gens qui étaient prêts à parler de leur consommation. Donc, je pense qu'il y a ce qui nous manque le plus, en fait, c'est plus de recherche qualitative. Il y a une espèce de... Étant le directeur de l'Agence européenne des drogues, je suis bien placé pour dire qu'on abuse souvent des statistiques. On oublie que les statistiques, elles nous parlent du combien, mais pas du pourquoi ni du comment. Et en plus, moi je me souviens, je mentionne régulièrement notre prof de statistique à l'université, il rappelait toujours que la statistique, dans le meilleur des cas, elle permet de confirmer que votre hypothèse n'est pas fausse. Et le nombre de données qu'on recueille sans avoir aucune hypothèse et zéro question au préalable, je pense que c'est aussi ce qui fait que parfois, on doit vraiment prendre nos données statistiques cum grano salis et les compléter avec des informations qualitatives du terrain. Ce qui est un des bénéfices de 30 ans ou 35 ans de réduction des risques en Europe, parce qu'on est quand même un peu mieux placé qu'il y a 30 ans pour écouter la parole des usagers. Et ça, par exemple, c'est une des avancées qui serait bien de ne pas perdre à l'avenir. Merci beaucoup. Vous voyez donc la richesse des débats. Nous allons donc conclure cette première partie de matinée avec une pause jusqu'à 10h40, car nous allons ensuite enchaîner avec 3 présentations si nous voulons rester dans le timing et finir la deuxième partie à midi pile. Donc bonne pause, mais courte, et revenez rapidement ensuite. Merci aux orateurs pour la qualité de leur présentation et à l'attention de l'assistance. Merci.